Aujourd'hui, tu vas apprendre comment le producteur définit son niveau de production optimal. Alors, dans un premier temps, le producteur doit déterminer comment produire, c'est-à-dire qu'il doit déterminer sa combinaison productive entre le capital et le travail. Alors, on va raisonner sur des courbes ici, où on a le travail ici en abscisse et le capital en ordonnée. Alors, l'isocante, c'est la courbe qui relie toutes les combinaisons productives qui permettent d'obtenir un même volume de production. Alors, on peut imaginer que là, on va avoir le volume de production 10, ici 20, 30. Ensuite, le taux de substitution technique, c'est le fait qu'on mesure le nombre d'unités que l'on doit céder ou ajouter pour avoir le même niveau de production lorsque l'on ajoute ou cède une unité de l'autre facteur de production. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai besoin d'une certaine quantité de travail que je vais appeler L étoile et une certaine quantité de capital L étoile. Par exemple, si je veux avoir le même niveau de production mais en y ajoutant plus de travail, ben je vais avoir une autre combinaison et du coup, je vais devoir mettre plus de travail mais en y substituant du capital. Et donc, on va appeler ça le TST, le taux de substitution technique. Alors, le producteur, il a un budget qu'il doit donc respecter forcément. Et il va y avoir une droite d'Isoku. Alors, la droite d'Isoku, elle relie toutes les combinaisons productives générant le même coût. Donc, on va avoir quelque chose comme ceci. Alors, donc la combinaison productive optimale, c'est celle qui permet au producteur de réaliser la production la plus élevée en adéquation avec le budget disponible. Et donc là, on voit bien que son budget il est comme ça. Et la production la plus élevée qu'il peut avoir, c'est 10 de quantité de production. Donc le point optimal, il va être ici. Et alors, on peut imaginer que par exemple, il avait des combinaisons productives qui étaient moins satisfaisantes et qui offraient par exemple que 5 de quantité de production. Par contre, on peut aussi avoir différentes courbes, donc comme ça, comme ça. Là, on va avoir des facteurs de production qui sont substituables. Donc, je peux substituer du capital à du travail, comme on l'a vu, par exemple, je sais pas, je rajoute 5 hommes et j'enlève une machine. Par contre, dans ce genre de courbe, on est sur des facteurs de production qui sont complémentaires. Donc, par exemple, j'en sais rien, si mon travail, c'est, je travaille, je sais pas, dans les champs et que mon travail, c'est un homme, et que l'homme, pour travailler, il a besoin d'un tracteur. Si je rajoute un homme en plus, donc par exemple là on va avoir 1. Si je rajoute un homme en plus, ici, je vais en avoir 2, et je vais avoir le même niveau de production parce que ça sert à rien que j'ai 2 hommes alors que j'ai un tracteur. Du coup c'est complètement con. Du coup, les facteurs de production, dans ce cas-là, ils doivent être ajoutés en même temps, c'est-à-dire que pour avoir un niveau supérieur de production, il faut que j'ai 2 ici et aussi 2 ici. Donc voilà. Donc voilà comment il va déterminer, et là ça marche de la même manière. On va avoir pareil, je sais pas, une droite d'Isoku comme ça, et du coup le point optimal il va se trouver ici parce que on est des capitalistes et l'homo economicus, il veut maximiser tout son profit. Attendez, je vérifie un truc. Ok. C'est pour voir si on voyait bien. Alors, ensuite, on voit qu'il y a des rendements... on a aussi une autre courbe
qui va être un peu comme ça. Et donc ça, c'est juste le chemin d'expansion à long terme. Donc c'est tous les points optimaux qui correspondent à une augmentation de budget. On peut aussi rajouter deux notions à comment le producteur choisit sa combinaison productive. Il y a le fait que les rendements sont... la notion de rendement factoriel. Donc en fait, ça relie l'augmentation de la quantité d'un facteur de production à l'augmentation de la production. Donc c'est ce qu'on disait. Si j'ajoute 2 travailleurs, 2 tracteurs, mon augmentation de production, elle augmente de combien? Ah non, pardon. Attendez. Ça, c'était les rendements d'échelle, c'est-à-dire que ça mesure la variation de production lorsque les 2 facteurs de production varient simultanément dans la même proportion. Donc on est dans ce cas-là. Et par contre, du coup, les rendements factoriels, c'est quand on augmente l'un des facteurs de production et que la quantité de l'autre facteur reste fixe et on regarde comment la production augmente. Et donc, on arrive à ces 3 graphiques. Là, on est sur des rendements d'échelle. Là, on augmente les 2 facteurs, donc le capital et le travail, en même temps. Donc là, on a des rendements d'échelle qui sont croissants. Parce que qui sont constants, pardon. J'augmente le travail et le capital de la même quantité. Et là, la distance qui va être ici et ici, ça va être la même. Donc, mes rendements, ils sont constants. Ensuite, là, on va voir que mes rendements, ils sont croissants. Donc, hop, croissant. Là, hop, constant. Là, mes rendements, ils sont croissants. Pourquoi? Parce que quand j'augmente ma quantité de travail et de capital du même nombre, et ben, on voit que ma production, elle se rapproche. Et donc là, par exemple, on va avoir une quantité de 10. Et là, on va avoir une quantité de, je sais pas, de 40. Et donc, en fait, on est extrêmement productif parce qu'en gros, là, hop, je rajoute par rapport ici. Là, je vais devoir rajouter un nombre de travail, un nombre de capital. Et là, on voit que vu que la courbe, elle se rapproche, et ben, on a besoin de rajouter moins de travail et moins de capital pour avoir une quantité qui est supérieure. Donc, c'est-à-dire que nos rendements d'échelle, ils sont croissants. Et là, au contraire, on est face à des rendements d'échelle qui sont décroissants. Parce que là, la distance qui est ici et ici, elle s'accroisse de plus en plus. Et on voit que, en gros, quand j'ajoute du travail et du capital en même quantité, on voit que c'est pas ouf, quoi. On n'a pas les mêmes quantités. Là, on a des quantités de 10. Là, on a des quantités de 20. Et là, on a des quantités de 30. Alors qu'on a rajouté énormément de travail et de capital. Alors que là, dans ce cas-là, on avait besoin de rajouter pas beaucoup de travail et pas beaucoup de capital pour augmenter toute notre quantité. Donc, c'est trop bien. Et là, c'est moins bien. Du coup, c'est croissant et ça augmente nos coûts de production. Donc, voilà comment le producteur détermine sa combinaison productive. Donc, ensuite, il faut qu'il détermine combien produire, parce que c'est bien beau de savoir combien de travail, combien de capital on veut utiliser, il faut qu'il sache combien de quantité aussi il veut produire, quoi. Donc là, hop, 2 petites secondes. Voilà. Donc, là, ensuite, on arrive à ce schéma. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le producteur, il va produire, on le sait, à ce point-là. Donc, il faut que P, qui est le prix, soit supérieur ou égal à notre coût moyen, ça CM c'est coût moyen, et que P soit égal au coût marginal. Alors, le coût moyen, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est le coût total de ce qu'on va produire divisé par le nombre d'unités. Donc, j'en sais rien.
j'ai des coûts de production qui sont je sais pas, de 100 euros. Du coup, je vends qu'une seule baguette. Enfin, je vends 2 baguettes. Du coup, j'en vends 2. Du coup, ça me fait 100 divisé par 2. Et donc, mon coût moyen, en moyenne, pour produire une baguette, ça me coûte 50 balles. C'est super cher. Et donc, le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. Donc voilà. En fait, d'abord, on va s'intéresser à ce coût marginal. Donc ça, ce coût marginal, il est caractérisé par la loi des rendements factoriels décroissants. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on augmente un facteur de production, au bout d'un certain temps, la productivité décroît, donc le coût marginal, il va augmenter. Donc en gros, là on a nos travailleurs, ils sont là et tout, ils sont trop chauds et tout, on a notre coût marginal qui descend, ça veut dire qu'en gros, mon travailleur, il pétrit bien la pâte et tout, donc le coût de la prochaine unité, elle me coûte moins cher parce qu'on est super efficace, mais au bout d'un moment, on a beau les augmenter, la productivité, elle va décroître, donc nos coûts marginaux, ils vont augmenter. Ensuite, là, le coût marginal coupe le coût moyen en son minimum, ici. Ce point, ça va être notre seuil de rentabilité. En gros, ça va être à ce moment-là que ça devient rentable pour nous de produire. Alors, en fait, lorsque le coût d'une unité en plus, elle est supérieure au coût moyen, ça va forcément faire augmenter notre coût moyen. Donc c'est pour ça que c'est en son point le plus bas. On est donc ici. Parce que par exemple, c'est un peu comme les notes. Genre, je sais pas, on a une moyenne de 12. Et si on rajoute un 13, donc là on dit que le 13 c'est notre coût moyen qui est supérieur à notre coût marginal qui est supérieur à notre coût moyen, ça va faire augmenter la courbe du coût moyen. C'est vraiment de la logique. Et du coup, on a cette courbe-là, qui est le prix de vente. Et le prix de vente, en fait, c'est la recette du producteur. Et c'est aussi la recette marginale. Cette recette marginale, elle est fixe parce qu'on est en CPP et que le coût, les prix sont fixes, en fait. Ils sont fixés par le marché. Donc, l'entreprise, on a vu qu'elle produisait ici. Donc, en fait, le prix doit être au-dessus du seuil de rentabilité. Donc ça, on l'a vu, c'est ici. C'est le volume de production minimal à réaliser, sinon il y a perte. Donc au minimum, on doit réaliser ça, sinon on va perdre de l'argent. Donc on est ici. Ensuite, pour une production donnée, si le coût marginal il est inférieur, donc ici, au prix de vente, forcément l'entreprise elle va faire des bénéfices. Si je vends un truc 100 € et que ça me coûte 80 € à produire, forcément je vais en produire encore plus, je vais vouloir produire plus de quantité. Donc forcément, tant qu'on est ici en dessous du prix, le producteur il va décider de produire. Et à partir du moment où notre coût marginal, donc la dernière unité produite, elle est égale au prix. Donc si mon prix c'est 100 € et que ma dernière unité elle me coûte 100 €, hop, stop, je m'arrête de produire, ça sert plus à rien, parce que là ça me rapporte plus rien. Donc c'est pour ça qu'on a P égale coût marginal. Et donc en fait c'est parce que justement si le coût marginal il est supérieur au prix de vente, l'entreprise elle n'a pas intérêt à produire parce que ça lui rapporte plus rien. Donc du coup c'est pour ça que le producteur il va produire cette quantité et à ce prix là en fait. Et voilà comment il décide combien produire. Petite astuce, hop, ici qu'est-ce qu'on a? On a la courbe d'offre du marché. On a hop, ça là, c'est ça. C'est là où l'entreprise produit. Et le prix, bim, il est là. Prix, hop, quantité.
voilà, bah, j'espère que ça vous aura aidé.